Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de FC Copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Salut mon copain. Salut JJ, je suis en forme. Je suis en forme pour faire ce top 5. Ah déjà. Je vais pas en dire plus. Tu veux pas en dire plus? Tu veux pas parler d'un entraîneur déjà directement Non, il a une belle chemise blanche, mais c'est pas Hervé Renard. Bon, d'accord. Si on donne juste ses initiales, CP, ça te parle ou Okay. Là, on va voir au fur et à mesure de la discussion. Ok, bon, alors, écoute, je sens que tu m'as l'air bien chaud pour ce débat, donc pour le présenter un tout petit peu, donc on va s'arrêter aujourd'hui sur les coachs en Ligue 1 et on va essayer de déterminer ensemble le top 5 des meilleurs coachs de la saison 2024-2025 et on va essayer de voir ensemble si ton ami Christophe, il est dans le top 5 ou pas. Ça te va mon copain ? Ça me va complètement. Bon, est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà que Jean-Louis Gasset ne sera pas le meilleur coach, n'est pas dans le top 5? Est-ce qu'on peut se le dire tout de suite en commençant ce débat? Disons qu'il est, comme on se le disait un peu en off, il est dans un top 5, mais pas celui des meilleurs, malheureusement pour un homme qui, je pense, a mérité sa retraite. Ça c'est vraiment un truc, et je le dis sans aucune ironie. Je pense aussi. Je pense que là, il a vraiment mérité. Je pense que les points retraite, il les a eus. Je pense que là, c'est bon. Il a assez cotisé et je pense qu'il a assez pour souffert. Pour le compte pénibilité, il a fait Montpellier. Il a assez souffert. Je pense que les 3 dernières expériences, Côte d'Ivoire, viré au premier tour, l'OM l'année dernière, et plus là le maintien complètement gratté de Montpellier. Je pense que là, Jean-Louis Gasset, on va le laisser tranquille. Il faut qu'il prenne sa retraite. Comme tu as dit, on va le laisser tranquille. Donc non, il est pas dans le top 5. On est OK? On est OK. Bon, écoute, à passer cette petite boutade, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, on en a parlé un petit peu en off. On va pas faire la liste de tous les entraîneurs parce que, on va être clair, il y en a certains qui sont beaucoup moins charismatiques, qui n'ont pas forcément les résultats pour. Et donc, les entraîneurs de la deuxième partie de tableau, voilà, on va pas réellement s'attarder dessus. Donc, désolé pour les fans de Toulouse, pour les fans de Reims, voire même pour les fans de Lens. Désolé, mais Will Steele, Carlos Martinez-Novel ou même Didier Digard, bon, ça fait pas partie de notre top 5. Donc là, je te propose. Surtout qu'en fait, ils ont fait soit ce qu'on attendait, parce que c'est ça aussi, quand on parle des meilleurs coachs, c'est que, alors, soit d'une certaine manière, ils ont eu des bons résultats, et c'est aussi les résultats qu'on attendait. Je vois, il y a quand même dans le lot, il y a des gars qui font partie de cette catégorie. Ou alors, ceux on attendait dans le top 10, enfin en tout cas, par exemple dans le ventre mou, je pense, c'est vrai que je pense à Will Steele, même si c'est pas encore le ventre mou Lens, mais non, mais c'est pas très très loin quand même, tu vois. On est. Mais par exemple, oui, je pense au coach de Toulouse. Voilà, on savait plus ou moins où il allait finir, et ils finissent plus ou moins là où ils allaient finir. C'est ça. Donc ces coachs-là, difficile de les mettre en valeur, et les Comboiré qui sont là depuis des années, et voire même qui sous-performent avec la qualité des effectifs. Bon, je pense que ça sert à rien de s'intéresser quand on essaie de déterminer le top 5. Donc là, je te propose plus d'aller, on va dire sur le dernier qui est arrivé dans cette liste. Bon, j'ai mis Habib Beye. Bon, Habib Beye, pour moi, top 5, c'est un peu trop juste. Maintenant, j'aime bien quand même ce qu'il a pu amener à Rennes dans un contexte compliqué en cours de saison. Alors évidemment, il va pas mener Rennes en zone de Coupe d'Europe. Mais pour une première expérience et passer après le crash et Stéphane et Sampaoli, bon, je trouve qu'il mérite sa place dans le top 10. Top 5, c'est trop juste, mais top 10, pour moi, il mérite d'y figurer. Surtout que voilà, il a remonté Rennes.
bon, qu'on regarde la qualité de l'effectif, à un moment ils étaient proches des places relégables. Ouais, c'était compliqué. Bon, après, on a connu des catastrophes Monaco qui finissent relégués avec Park Cho-young et Dieu merci Mbokani. Donc. Non, c'est vrai, t'as raison. Il y a eu des il y avait Lokman Aruna aussi qui était pas mauvais. Enfin bref, tu vois. On en a, et d'ailleurs, si on devait regarder la Ligue 2, Caen qui est relégué en national, quand tu regardes leur équipe, voilà. Elle mérite pas sur le papier de descendre en national. Donc bon, c'est Rennes, ça aurait pu en faire partie avec catastrophe Sampaoli et je fais mon mea culpa, j'avais défendu la thèse que Sampaoli c'était une bonne idée. Bah non, au final ça a été une vraie catastrophe et passer derrière Sampaoli et arriver à assurer le maintien assez rapidement et finir aux alentours de la 10e place. Bon, ouais, ça mérite pour moi le top 10. Pas plus, mais... Ouais, sachant qu'il a fait des choix forts, comme rappeler un gars qui était à Clermont et faire confiance à un petit Cissé au milieu de terrain. Donc, j'ai pas le nom du gars de Clermont, mais voilà, Jacquet. Deux choix forts. Jacquet. Ouais, Jacquet. Et en plus, comment ne pas retenir je suis obligé, je suis obligé quand même. Jérémy Jacquet, pour être super précis. Mais oui, voilà, il a fait progresser il a fait monter des jeunes en plus. Donc ouais, c'est intéressant, mais comme j'ai dit, top 10, top 5, c'est un peu trop. On verra peut-être l'année prochaine. Bizarrement, je le sens bien pour l'année prochaine. Mais bon, à voir. Je suis d'accord, à voir pour l'année prochaine. Bon, est-ce que là maintenant, si on arrive sur un Franck Hez, normalement, il y a une autre hype autour de lui. Il est parti cette année, enfin l'été dernier pour Nice, pour un projet entre guillemets un peu plus ambitieux, même si ça reste à démontrer, avec Nice. Est-ce que pour toi, Franck Hez, il a progressé, il est sur les mêmes standards, ou au contraire, il a plutôt régressé et donc c'est pas top 5? Moi, j'ai tendance à te dire qu'il descend du top 5 parce que à Nice, je l'ai vu proposer des belles choses, mais la période Coupe d'Europe, même si on ne juge que la Ligue 1, malheureusement, c'est difficile de le mettre dans les meilleurs coachs de Ligue 1 cette saison, Franck Hez. C'est difficile, mais peut-être au bord peut-être de ce top 5, parce que Nice a eu des bons moments. Mais d'ailleurs, je crois qu'en février, il est pas loin de l'Europa League. Mais après, ils enchaînent 3 défaites sur 5 matchs ou 4 défaites sur 5 matchs. Oui, d'ailleurs, il y a même je crois, sans te faire de passe décisive, je crois même il y a une défaite contre Auxerre, je crois, dans cette fameuse. Oui, il me semble aussi. Je crois que c'est à ce moment-là où je me suis dit que le maintien c'était bon. Ouais. Bon, voilà, tu vois. Donc mine de rien, alors ok, le projet niçois, je l'ai dit un tout petit peu, c'est compliqué. C'est loin d'être le projet rêvé. Surtout quand ton président te dit je préfère m'occuper de Manchester United. C'est sûr que ça donne pas très envie à beaucoup de joueurs et ça rend pas le projet très sexy. Maintenant, même si encore une fois on s'arrête sur la Ligue 1, le parcours en Coupe d'Europe, il est quand même, pour moi, il pose question et je trouve qu'il a pas progressé par rapport à Lens. Et à Lens, ok, je le mettais dans le top 5 parce qu'il a surperformé avec cette équipe et il a fait progresser tout un tas de joueurs. Là, ouais. Après, je vais pas dire qu'il est 9e ou 10e, mais il est à la porte du top 5. Mais pour moi, cette année, je peux pas le mettre top 5, Franck Hez. Ouais, je trouve que, on va dire, pour une première saison à Nice qui avait jamais joué dans son système de jeu, c'est potable. Ouais, voilà, c'est potable. Ouais, c'est potable. Mais on attend peut-être plus, quoi. On attend mieux. Oui, parce que il a démontré nettement plus de belles choses avec Lens, qui est, on va dire, dans le même, oui, dans le même type de, alors peut-être budget, j'en sais rien, mais on va dire dans le type de projet et les ambitions, on est sur des projets un peu similaires, d'être aux alentours de la Coupe d'Europe, d'assurer très vite le maintien, mais le fameux cap au-dessus, se qualifier pour la Ligue des Champions ou être performant sur la durée, bon, compliqué cette année quand même. Et à voir aussi quand il aura un terrain de Mofi à 100%. Peut-être qu'avec une deuxième saison aussi, on peut lui laisser un peu comme pour Bay le bénéfice du doute pour la deuxième saison. La première saison est pas catastrophique, mais moi je la place encore une fois, j'attends mieux. Est-ce qu'un Eric Roy, ça fait partie du top 5?
Eric Roy, c'était quand même fort l'année dernière, je pense. C'était fort, et je trouve que cette gestion Ligue des Champions où on a quand même Brest s'est qualifié, bon, c'est l'équivalent des 16e de finale si je me trompe pas, même si on appelle ça barrage. Plus cette gestion de n'être jamais trop en danger en Ligue 1, de bien performer en Coupe d'Europe, même si on dit non, il faut pas trop regarder la Coupe d'Europe. Cette gestion est plutôt bien. Ah ouais, quand t'es Brest, franchement, t'es obligé de regarder ça parce que ils découvrent la Coupe d'Europe. C'était vraiment pas facile d'arriver à tenir l'équilibre. Je suis assez d'accord avec toi. Et surtout avec des recrues arrivées quasiment dans les 3 derniers jours. Je pense à Sima, je pense à l'ancien Lyonnais aussi. Mama Baldé qui et bien sûr la valeur sûre de la Ligue 1, Ludo Ajorc. Ah ouais, non, mais on va dire, sans être forcément étincelant, on a tous vu les matchs de Ligue des Champions. Alors ok, on pourra toujours dire le parcours, ok, c'était Sturm Graz, c'était le Sparta. Ok, n'empêche que les points ils ont été pris, les matchs ils ont été gagnés avec des prestations plutôt abouties. On n'était pas sur du 1-0 dégueulasse et on s'en sort avec les 3 points miraculeusement. Et derrière, t'as raison, la gestion en Ligue 1 fait que un club comme Brest, là où plein de clubs partent complètement en vrille avec la gestion Ligue des Champions et championnat, par exemple un club comme Gérone cette année en Ligue 1. À côté, après on leur a retiré Savigno et Dovbyk, plus Alex Garcia si je me trompe pas. Ok, mais n'empêche que aussi pour Brest, t'avais pas un Lesmelou pendant une partie de la saison, t'avais Steve Mounier qui était parti. Alors ok, t'as raison, t'as Ludo Ajorc qui est arrivé pour le remplacer, mais t'as des joueurs qui sont partis aussi. T'as Loco qui s'est blessé en tout début de saison. Ah ouais. Honnêtement, t'as plusieurs faits qui auraient pu mettre Brest beaucoup plus, on va dire clairement, l'équipe dans la difficulté. Et ça a toujours été première partie de saison. Ça a été jusqu'en quart de finale en Coupe de France. Tu l'as précisé, le barrage en Ligue des Champions. En championnat, c'est 7-8e. Ouais, non, franchement, lui aussi, il est pas loin du top 5. Je le mets pas parce que Brest a pas surperformé, mais Eric Roy, c'est lui aussi pour moi maintenant une valeur sûre de Ligue 1. Oui, alors que quand il avait quitté la Ligue 1 il y a une dizaine d'années, qu'il revienne comme ça. Non, mais j'y croyais pas une demi-seconde. Moi, jamais. J'ai fait mon mea culpa, j'y croyais pas une demi-seconde quand il a pris Brest. Non seulement qu'il les maintienne, et alors qu'il les amène en Ligue des Champions l'année d'après, et qu'il fasse le parcours pour la 3e saison. Non, là, je veux dire que il mérite quand même respect. Donc, top 5, non plus. Mais quand même, c'est quand même fort ce qu'il fait. Alors, beaucoup de respect. J'y ai pensé après, en préparant l'émission. Okay. Bon, donc un petit mot pour Eric Roy. Est-ce que là, par contre, on va rentrer dans un nom qui était un peu plus, qui est un peu plus hype. Est-ce qu'un Adi Hütter, qui est donc coach de Monaco, sur le podium au moment où on fait ce débat, est-ce que c'est pour toi top 5? Mon ami Adolphe, je suis toujours un peu partagé parce qu'on a vu des bonnes périodes de Monaco. Je pense qu'il doit subir tu vois, il y a des joueurs qui face au but ils sont cliniques. Pas Brel Mbolo. Ah oui, non, oui, ça il en a plein. Et ça c'est vrai. Entre lui, Balogun, la première saison, non, c'est vrai qu'il est pas aidé. Mais est-ce que tu trouves qu'il arrive à faire progresser ses joueurs, son équipe? Moi, je trouve pas. Non, vraiment. Pareil, Minamino qui est toujours sur courant alternatif, Golovin qui est pourtant un joueur que j'adore, pareil. Il y a peut-être Zakaria. Ouais, peut-être Zakaria, si tu veux. C'est vrai, Zakaria, c'est son homme de confiance. Il a aussi en plus le problème de souvent être blessé, donc quand il est pas là, ça te change l'équipe. Donc ok, pour un Zakaria, d'accord. Peut-être Birette aussi qui vient d'arriver, on peut aussi peut-être mettre ça aussi, c'est-à-dire qu'il a bien fait son acclimatation et son intégration c'est bien faite. Mais ne serait-ce que la question des gardiens, j'arrive jamais à savoir si c'est Majewski ou si c'est Kohn. Et pour le coup, ni l'un ni l'autre. Mais les deux prennent des buts, donc. Tu vois, les deux sont pas bons. Défensivement, je sais pas, tu vois, un Thilo Kehrer, je le trouvais pas mal quand il est arrivé l'hiver dernier.
Bon, là, je le retrouve quand même vachement plus normal. En fait, je le trouve pas. Je trouve que cet entraîneur ne fait pas mal jouer ses équipes. Monaco ne sous-performe pas, mais clairement, on n'est pas sur l'équipe qui surperforme, qui a pas la régularité. Et si c'est top 5, franchement, c'est du bout des lèvres que je le mets top 5. On s'est posé la question de Monaco peut-être intéressant, enfin même dans la course au titre, on va dire sur les 6-7 premières journées et après salut. Et l'année dernière, si tu te souviens bien, c'était quasiment la même chose, c'est-à-dire que on a pensé que Monaco pouvait faire un parcours, et puis très vite quand on est rentré dans le dur, aller à 15e journée, on a compris que Monaco, ça pouvait pas faire le match. Et pourtant, le PSG de l'année dernière, la saison dernière, c'était pas le PSG de cette saison. Ouais. Mais voilà, le parcours en Coupe d'Europe. Encore une fois, on s'arrête sur la Ligue 1, mais le parcours en Coupe d'Europe de Monaco, t'as cette jolie victoire contre le Barça, mais derrière, pareil, j'ai pas vu Monaco, on va dire, surperformer ou être bon contre une équipe de son niveau. Ça a été plutôt décevant. Et dès qu'après, ça a rejoint en gros, ça c'est tombé. Donc quand je vois certains autres coachs dont on va parler, Adi, toi tu l'appelles Adolphe, mais Adi, pour moi c'est pas sûr du tout que tu termines dans le top 5. Pour moi c'est plutôt top 5 que top 5. Moi je le mets quand même dedans parce que Monaco ils tiennent quand même, ils sont quand même dans les 5 premiers. Et c'est compliqué, tu peux pas dire non plus que parce que on a vu qu'il y a des entraîneurs moyens qui coachent des équipes moyennes et qui finissent dans leurs objectifs. Adi Hutter, il coach une bonne équipe, c'est un bon coach et il finit dans des bonnes places. Donc ouais, d'accord. Ok, sans être dithyrambique, tu vas me le passer 5e quoi. C'est ça, je le mets mais parce qu'il faut en trouver 5. Mais il y en a il y en a d'autres, et pas que Christophe Pélissier, qui m'ont bien plus enjaillé. On va en parler de ton Christophe. Bon, là, je t'en donne un autre, qui lui aussi plutôt performe, on va dire, est dans les clous des objectifs. Bruno Genesio. Il fait pas de bruit. Et c'est vrai que top 5 sans problème pour moi. Pareil ici. Pourtant, je suis pas le plus grand fan de Bruno. Pareil aussi. Je marqué des buts. Allez les gars. Il a progressé. Je pense qu'il a progressé entre la période quand on l'a vu débuter à Lyon. Je pense que d'être parti puis d'être arrivé à Rennes, ça lui a fait du bien. Et là, Lille, franchement, sur le papier, au début, j'étais sceptique. C'est de constater que Lille joue plutôt pas mal. Il y a des joueurs qui progressent. Le fond de jeu est intéressant et en termes d'objectifs, ça tient la route. Lille est en. Oui, c'est vrai que les Martinez Pardo, les Boadi, les Ngalayel, Mboko, je me rappelle plus de son nom. Celui au milieu de terrain. Mais bon, il y en a. Oui, qui a marqué un doublé contre Bologne. Mboko, je crois. Je me rappelle plus. Mais bref, il y a plusieurs joueurs qui vraiment progressent dans cette équipe. Il a même réussi à faire face à Zegrova qui est pas là depuis 3 mois, qui était quand même foncièrement un de tes meilleurs joueurs. Et quand tu joues avec Mitchell Baker à la place, ça te change quand même un peu. Mitchell Baker et Don Zegrova, c'est pas les mêmes joueurs. Ouais. Même c'est pas mauvais, Mitchell Baker. Je trouve que. Je suis d'accord. On lui a fait un... Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est pas les mêmes profils et il a réussi à faire performer Lille. Donc pour moi, Genesio c'est top 5. Ouais, non mais complètement. Et c'est sûr que oui, si tu essayes de faire un côté 3, Bafodé, Diakité, Mitchell Baker, c'est pas ça. Ou alors sinon t'as Thomas Meunier, tu vois. Pareil, tu vois, tu fais avec Thomas Meunier. Mais j'ai rien à dire, il a marqué contre nous. Donc bon. Ok, ouais. Okay. Bon, alors là, ça peut. Mais il a fait des belles erreurs en Coupe d'Europe. Ça, je l'ai vu. Ça. En même temps, Thomas, c'est un peu son histoire. À tes souhaits, c'est quand même un peu son histoire à Thomas. Ça n'a jamais été un gars qui a été super fiable défensivement. Mais voilà, pour Lille, pour le projet et puis passer après Fonseca. Bon c'était pas forcément simple. Donc pour moi l'ami Genesio il mérite sa place dans le top 5. Est-ce que un Paulo Fonseca justement, est-ce que c'est top 5? Alors on l'a dit il arrive en cours de saison, c'est compliqué mais pour moi il fait
Alors pour moi, il fait du surplace, c'est-à-dire que Lyon est quasiment à la même place que quand il le récupère. Juste, il a sauvé un peu la dynamique qui était en train de se perdre avec Pierre Sage, même si de mon point de vue, Pierre Sage pouvait exactement refaire. Enfin, quand Pierre Sage part, on a cette sensation qu'il n'a pas perdu le vestiaire, et ça reste quand même important. Donc mais faut avouer que, enfin après, Tolisso était déjà en train de faire une bonne saison. Malik Fofana était déjà en train de prendre le pouvoir. Idem pour Cherki. Après, bah évidemment, c'est aussi un truc qu'on peut dire. Voilà, Pierre Sage, il avait le vestiaire avec lui. Fonseca arrive, il a pas perdu le vestiaire, ce qui est quand même. Ah non, c'est ça. Et que en fait, on fait ce débat-là une semaine après le double crash pour les Lyonnais entre le match à Old Trafford et le derby juste après. Si on avait fait ce débat juste avant, je pense que vu ce que proposait Lyon et la phase dans laquelle était Lyon, je pense que là on l'aurait mis assez naturellement dans le top 5 parce que il avait aussi le vestiaire, l'équipe commençait à bien jouer. Maintenant là, je te rejoins. Pierre Sage aurait pu aussi mériter largement de terminer la saison et de figurer aussi dans cette liste-là. Maintenant, factuellement, il n'est plus en poste, donc c'est difficile de se poser la question. Mais vu cette fameuse semaine compliquée pour les Lyonnais, c'est difficile pour moi d'arriver à mettre Paulo Fonseca dans le top 5. Hein. Pour moi, il y a 4 autres entraîneurs qui sont meilleurs que lui. Hein. Ouais, voilà, pour moi, le fait de pas débuter l'année, ça joue. Et il y a ce côté, il y a la gestion du Kamatic qui, alors ok, il se traîne une charrette pas possible, c'est Oui, mais de s'en priver à ce point-là, c'est particulier, surtout sur la double confrontation contre Manchester. C'était un choix et au final, ça n'a pas été un choix payant. Comme beaucoup l'ont dit, hein, je pense que un Matic qui rentre en prolongation pour te garder le 4-2 et qui simule des crampes même après 5 minutes après son entrée, ça peut t'aider. Ça peut t'aider. Le gars a pas fait presque, je pense, plus de 200 matchs de première ligue comme ça. Non, c'est sûr. Son expérience, elle a manqué et c'est un choix. Si ça passe, on peut peut-être pas crier au génie, mais dire bon coaching, bonne idée de Fonseca, il avait misé sur autre chose. Maintenant, quand ça te tombe dessus, et encore plus avec ce scénario-là, oui, l'expérience de Matic, elle te manque. Elle te manque à ce moment-là, et forcément, quand on fait le top 5 des coachs en Ligue 1 et de cette saison, Paolo, malheureusement, ça va le pénaliser. En tout cas, chez moi, ça peut pas être top 5. Après, si on veut être vilain, on peut dire aussi que ça fait longtemps qu'il n'a pas été sur le banc sur un match. La dernière fois qu'il était sur le banc, c'était à Old Trafford et ça s'est mal passé pour lui. Donc à la limite, bon, c'est pas. Et en Ligue 1, t'as raison, la dernière fois qu'il a été sur le banc, ça s'est terminé en tête-tête avec Bonomio. Donc bon, c'est sûr que ça plaide pas pour ça en sa faveur. Bon, là, je vais te poser la question. Avant de s'attarder sur ton chouchou, est-ce qu'un Liam Rosseignor, ça fait partie du top 5? Je veux dire même top 3. Top 3 carrément. Top 3. Top 5 chez moi, ça y est, forcément, parce que là, on est sur l'exemple type de l'équipe qui surperforme, et qui en plus propose un jeu intéressant, il est sympa en interview, il propose des choses intéressantes. Donc vraiment, pour moi, c'est la vraie découverte et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir découvert. Rosseignor, ouais, top 3 carrément pour toi. C'est top 3 parce que déjà personne le connaît, le gars vient de Championship. On se rappelle un peu d'ailleurs du joueur Liam Rosseignor qui était sans plus quoi, qui était un bon joueur de PL quoi. Oui, voilà, c'est un joueur pas anonyme mais quasi quoi. Enfin voilà, c'est un joueur qui a fait sa petite carrière mais qui a pas laissé de grands souvenirs marquants. Donc c'est ça. Mais bon, quand tu vois que ça fait quand tu vois comment il gère bien le duo Bakwa et Mega, c'est vraiment le duo. Après t'as André Santos, mais l'année dernière André Santos faisait déjà une bonne ouais, mais il a fait progresser. Saison. Là, il a fait, là, ça se sent encore. Pour moi, dans ce genre de cas, on est toujours obligé de regarder est-ce que le coach fait progresser son groupe. Et Diego Moreira. Je pense qu'il y en a beaucoup. Enfin, moi, j'ai vu le Diego Moreira à Lyon. C'était une catastrophe. Mais c'était son cousin éloigné. C'était pas le même joueur. Là, on voit un joueur impliqué qui se donne de la première à la 80 à la dernière. Et
je te dis, au-delà même de la progression des joueurs, il y a enfin, Strasbourg c'est une équipe enthousiasmante quand tu les vois jouer. Enfin, vraiment, alors, bien sûr, il y a peut-être l'avantage d'avoir une équipe très jeune, donc c'est peut-être plus simple, mais de l'autre, tu pourrais avoir une équipe qui est très naïve, et je trouve pas. Je trouve qu'elle a progressé tout au long de la saison, et c'est pas pour rien que, là, au moment où on parle, c'est en train de titiller le top 5. Donc, non, moi, voilà. Clairement, c'est grosse découverte. Et bonne découverte. Et bizarrement, enfin, moi, c'est pas un truc que je sentais mal à son arrivée. Ah ouais, toi, t'aurais senti. Moi, je pensais que, pour être très honnête, je pensais qu'il allait faire 10 matchs et il allait partir. Donc, tu vois, moi, je suis très honnête là-dessus. Alors attention, hein, c'est-à-dire que je suis pas non plus en train de te dire, ça va faire l'Europe avec Strasbourg. Non, bien sûr, mais tu sentais pas que ça pouvait, on va dire, vriller à un moment donné, l'exigence de la Ligue 1. Je le voyais en bon gestionnaire comme il a été un peu en Championship, mais je sais plus si je crois que c'est avec Hull City, mais Hull City, je sais qu'il y a joué aussi, donc je me mélange un peu parfois. Non, mais je vais regarder le temps qu'on, mais moi, j'avais le doute, en fait, de la Ligue 1 avec, il y a eu combien de coachs qui sont arrivés avec même de bonnes réputations, mais de championnats, entre guillemets, mineurs, et qui se sont heurtés avec la fameuse mentalité. Surtout, ils parlent pas la langue. Tout ça, et pas parler la langue, t'as raison. Je me suis dit, avec un effectif ultra international, waouh, est-ce que ça va vraiment coller? Et au final, non, force est de constater, c'était peut-être ce qu'il fallait. Il fallait peut-être un entraîneur de ce type-là, en fait. Mais ça fonctionne bien avec son avec son traducteur. Donc c'est ça qui est c'est peut-être ça aussi qui fait que tout fonctionne bien, c'est que il y a toujours un gars C'était bien Hull City où il était. C'était bien Hull City où il était. Non, mais on voit bien le spécialiste de la Championship. Donc Sengo il vient de là-bas, donc il faut bien se renseigner de temps en temps. Bon, allez, on a assez parlé d'autres coachs. Bon, on arrive sur ton chouchou. Donc, Pélissier, c'est top 5, c'est top 3, c'est top 1 chez toi? Alors bon, après c'est peut-être la modestie auxerroise, pour moi c'est 4e, mais bon c'est. Ok, d'accord. Alors j'aime bien ce 4e. Alors vas-y, explique-le-moi. Donne-moi. Moi je veux bien t'entendre parce que pour moi pareil ça performe bien, ça joue bien, ça fait progresser les joueurs, tout ça. Mais top 4, vas-y. Dis-moi pourquoi ça fait top 4. Déjà, on va pas se mentir, on va finir entre la 11e et 13e place au maximum, mais le maintien est obtenu depuis 1 mois et demi. Et même si on a eu cette discussion au début de l'année, qu'on voyait chacun au CER se maintenir, moi je t'avoue que je ne voyais pas non plus maintenir à 5 ou 6 matchs de la fin, je voyais le 2 ou 3. Et encore, t'es gentil 5-6 parce que pour moi, ça fait déjà un petit moment que Auxerre est déjà tranquille. Mais ta rigueur auxerroise et ton souvenir prégnant de Giroud te fait être très prudent. Mais pour moi, ça fait déjà un petit moment qu'Auxerre est déjà sauvé. Ouais. Mais voilà, allez, si on pousse à 8, mais bon, mais dans tous les cas, j'aurais jamais imaginé 1 mois et demi tranquille. Okay. Où on peut aborder sereinement et même si ça changera rien, avoir 40 points dans une Ligue 1 à 18. Non, c'est pas rien. Sachant que c'était les points qu'il fallait avoir quand on était à 20. Quand on était à 20 pour se maintenir, oui, je suis d'accord. C'est pas rien du tout. Mentalement, je sais que il nous reste Le Havre et Nantes à jouer. Il y a moyen d'aller les toper. Donc et peut-être de faire match nul contre Lens ce week-end, ce que j'espère. C'est pas impossible. Mais donc toi c'est ce maintien, on va dire, assuré rapidement, et il y a un autre truc, c'est quoi? C'est les victoires contre les points contre les gros. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est les points contre les gros parce que en février, après le match contre l'OM quand même, Auxerre c'était 11 points pris sur le top 5 en 7 matchs. C'était le meilleur total après le PSG. Bon, comme il y a eu la bascule avec Nice,
qui est rentré dans le top 5 et je sais plus qui ils ont éjecté. Maintenant on n'est plus qu'à 9 points sur ce top 5 en 7 matchs, donc peut-être en 9. Oui, mais au moment de ces rencontres, ces équipes-là, elles sont dans le top 5. Donc, mine de rien, ok, peut-être au moment là de faire ce débat, elles y sont plus, mais au moment de les jouer, elles y étaient. Donc, elles étaient performantes. Donc, Auxerre a été performant contre les équipes qui étaient en haut du classement pendant la saison de Ligue 1. C'est ça. C'est ça. Et pour le moment, on est, j'attends de voir la fin, mais il reste plus beaucoup de matchs, donc j'y crois. Mais Auxerre est le seul club qui a pas pris de but contre le PSG. Pas mal. Non, c'est vrai que, attends, on est sur une saison où le PSG roule sur toute la Ligue 1 de manière inconsidérée. Mine de ne pas avoir pris de but contre le PSG, donc deux matchs nuls en plus. Si t'as pas pris de but. Non, parce que c'est le dernier match c'est le dernier match de la saison. Ah, il y a un match retour. Il y a un match retour. Il y a encore eu le deuxième match. Il y a un match retour. Après, même si, je préférerais voir Arsenal gagner la Champions League, mais si le PSG est en finale de Champions League, il y a peut-être moyen de faire ça peut aider, ou alors ils sont en préparation, peut-être que ça peut aider, ça peut les conditionner pour faire encore un bon vieux 0-0. Non, mais mine de rien, c'est vrai, ce match-là, Auxerre avait été très très bon défensivement. Dédicace à ton meilleur ami Donovan Léon, qui avait fait ce joueur-là, je crois, il avait pas chopé un 10 même. Il a chopé le 10 et je dois avouer que la saison de Donovan Léon est très bonne. Ça va. Là, tu vas plus me reparler de Dionou Tradou, c'est bon. On est. Il fait des bons matchs avec Venezia. Bon, putain, mais c'est pas vrai. Mais jusqu'au bout. Donc revenons à Pélissier. Donc pour toi, c'est le maintien, les victoires contre les gros. Et on l'a dit, la progression de certains joueurs, le style de jeu déployé, qui te le met dans le top 5 chez toi, à la 4e place. Mine de rien, il a dû faire face au départ de Gauthier Hein, même si c'est pas pour jouer. Voilà. Mais pour moi, oui, un Perrin pouvait largement passer le step Ligue 1 qu'un Gauthier Hein. Mais ça, c'était moi la plus grosse perte, celui qui me faisait peur dans les deux, dans la GG Team, on va dire, c'était plus perdre Guétan que Gauthier. Ok. Maintenant, il y a des rumeurs que même Guétan se barre. Mais bon, c'est après c'est vrai il fait une bonne saison. Il a fait une bonne saison, comme il avait fait une bonne demi-saison quand Pélissier arrive. En Ligue 1. Donc c'est bien le signe que voilà, il a fait progresser aussi des joueurs. Donc ça a du sens. Moi, je suis perplexe parce que j'aime bien cette description. Ouais. Tu as Akpa. Tu as Danois. Danois qui a progressé aussi. Là, t'en as un autre d'ailleurs, Kevin Danois et parce que l'ADN de la JOCR, ça reste donc l'association de la jeunesse auxerroise. Donc, t'en as un autre qui est Rudy Matondo, d'ailleurs, où il y a quelques rumeurs qu'il envoie à Marseille. Donc, il est en train. Là, ça fait 2-3 matchs qu'il l'a mis dans le groupe pro. Tu m'intéresses là. C'est quoi ce petit prospect qui pourrait se retrouver du côté de l'OM? C'est quoi? Apparemment, alors encore un gars qui vient de région parisienne. Comme c'est étonnant. C'est étonnant. C'est un profil qu'il y a pas très souvent. C'est un profil de région parisienne. Et donc ça, c'est un joueur qui a joué là depuis quelques. Qui a fait quelques entrées, pas beaucoup, mais en fait c'est rien que le fait que au fur et à mesure, Pélissier a fait confiance aux jeunes et a respecté les traditions et comme je te disais quand même, Akpa il est passé de joueur, je dis une bêtise, peut-être à 500 000 balles à maintenant international ivoirien qui est scouté par Francfort. Hein. Oui, donc c'est bien la preuve que justement ça travaille bien, ça bosse bien et que les joueurs progressent et que au-delà même du maintien, comme tu as dit, et qui a été assuré assez rapidement les belles perfs contre les gros, il y a aussi ce fameux facteur des joueurs qui progressent. Donc l'entraîneur là-dedans, il a aussi sa part de responsabilité. Donc c'est vrai, tu vois, on y repense. Top 5, c'est peut-être pas si déconnant. Maintenant, voilà, c'est une belle promo pour Christophe. Hein, si on le. C'est une belle promo parce que toi, moi je les vois aussi les défauts parce que autant je te parlais des points pris contre les gros, donc il y a eu des déconvenus peut-être aussi contre des équipes moins fortes aussi.
Alors, ça fait à peu près la même moyenne, mais je trouve que mais que c'est pas logique. C'est-à-dire que sur les 5 derniers, c'est 13 points pris sur 10 matchs. Donc, on est aussi à une moyenne de 1,2, 1,3. Donc, bon, 13 divisé par 10. Je sais que t'es pas forcément bon en maths. Non, mais ça va, je l'ai. Ça va, celle-là, je l'ai. Celle-là, je l'ai. Ça va, c'est assez simple pour moi. Mais oui. Donc, c'est bien la preuve que quand même, il y a eu des ratés. Alors que si Auxerre fait globalement le même bilan contre les équipes moins fortes du classement, bah Auxerre serait en train de jouer l'Europe. Bah c'est ça, c'est que après, c'était pas l'objectif aussi, c'était pas l'objectif en début de saison. C'est pas l'objectif, mais tu vois quand je vois que Montpellier, il y a une défaite 3-2 et une victoire 1-0, sachant qu'il me plus la défaite 3-2, on menait 1-0 à un moment et après on se fait, enfin bref, perdre contre Montpellier, c'est quand même fort cette saison. C'est ça. Saint-Étienne. D'ailleurs, je la place. Adi Hutter a quand même réussi l'exploit de perdre avec Monaco contre Montpellier cette saison quand même. On n'est pas les seuls. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, malgré ça, voilà, le bilan reste positif extrêmement positif pour la JOCR. Voilà. Après, voilà, tu me demandes les carences. Moi, je sais. On a une moyenne de possession qui est aux alentours de 45%. Sur nos 10 victoires, il y en a 9. Ça doit être en dessous des 50% aussi. Donc voilà. Mais on a battu Reims, on a battu Nice 2 fois. On a battu Marseille 2 fois. Ah oui. Et puis alors là, pour le coup, je les ai bien vus les 2 matchs. Je peux le confirmer. La JOCR a vraiment bien battu dans tous les sens du terme l'OM les 2 fois. Donc non. C'est vrai. En y réfléchissant, c'est pas déconnant de le mettre dans le top 5. Je sais que t'adores Christophe, mais c'est vrai que là, dans cette histoire, bon, vu certains qui sous-performent ou qui font juste le taf. Et on va en parler dans quelques secondes. Même mon chouchou que j'ai défendu à corps et à cri toute la saison. C'est vrai que le top 5, il est pas évident. Donc il y a des places qui peuvent se libérer. Donc Christophe, on va voir à la fin, mais Christophe, j'avoue, c'est pas déconnant le top 5. C'est pas complètement déconnant. Est-ce que là pour toi, par exemple, un des arbitres, est-ce que c'est top 5 ou est-ce que au vu de ce que t'as pu constater pendant la saison, c'est pas top 5? Moi, je suis entre les deux. Je vais pas te mentir. Ouais, mais ça, peut-être c'est parce que moi je le vois, comme je te disais, c'est vrai que, mine de rien, le gars, il a fait juste sa plus mauvaise place, c'est 5e. Et c'est dans les premières journées. Tu sais, les premières journées, parfois tu gagnes, tu perds. T'étais premier, tu finis 13e. Bon, tu fais les montagnes russes rapidement. Mais sinon, c'est pas en dessous de la 3e place cette saison. Alors, ok, comptablement, ok, ça fait le taf. Donc après, oui, il y a cette période de 5 défaites en 7 matchs. Mais Totov, il fait la même chose. Avant de gagner contre l'OM, on gagne pas entre novembre et février. Après, oui, mais alors, attends. Tu me diras. Alors, il y a déjà ça, mais il y a aussi que Totov, il prend pas 6 millions par an avec le staff fourni. Il prend pas les objectifs de mercato avec je veux un tel. Et que, bien sûr, comptablement, ça fait le boulot. Maintenant, sur le point de vue du jeu, alors là, pour le coup, pour avoir vu tous les matchs depuis le début de saison, il y a eu pas mal de moments où on s'est vraiment fait chier pour être vraiment très gentil, pour pas dire autre chose. Et la progression des joueurs, franchement, est-ce qu'on peut considérer qu'il a fait progresser Rabiot si on veut, même si pour moi, Rabiot, c'est parce qu'il est mis aussi à un poste plus offensif et il est plus exposé. Mais est-ce que vraiment il a fait progresser dans la ligne défensive un joueur? Non. Offensivement. Murillo, quand même. Allez, vas-y. Ok, d'accord. Ok, vas-y, je te l'accorde. Murillo a progressé dans un rôle qui n'était pas le sien. Ok, mais Kondogbia, il l'a pas fait progresser. Cornelius, malheureusement, il l'a pas fait progresser. Et pour lui, malheureusement, je pense que le football, c'est pas son fort. Même Balerdi, qui était sur une bonne fin de saison l'année dernière, je le trouve beaucoup moins assuré et faisant beaucoup plus de boulettes. Vraiment, je te jure, offensivement, on a quand même eu un Eli Wahi qui est parti au bout de 6 mois, alors que il avait été dit que c'était un choix, que on lui faisait confiance. Bon, au final, il est parti comme un voleur.
vraiment, il y a tout un tas de choix et de matchs, et le match contre Auxerre en fait partie. Désolé, mais Roberto De Zerbi, il m'a pas impressionné pendant la saison de Ligue 1. Hein. Donc pour moi, le top 5, oui, s'il y est, c'est parce qu'il fait le boulot comptablement. Mais sur le reste, il valide pas, il valide pas chez moi. Hein. Et après, c'est vrai que bon, c'est quelque chose aussi de se dire, c'est que même sur les fameuses 5 défaites en 7 matchs, l'OM descend donc pas de la 3e place. Ça dit aussi beaucoup sur le niveau de cette Ligue 1 de cette saison. On en parle 2 secondes. On n'est pas sur le meilleur cru de ces dernières années. On va être clair. Quand tu vois que t'as pas une seule équipe, hormis le PSG, qui est à 2 points de moyenne, ça montre bien qu'il y a même pas une demi-seconde, une locomotive un tout petit peu derrière le PSG, et que c'est à celui qui va être le moins mauvais qui va terminer 2e. Et c'est vraiment pas le meilleur qui terminera 2e. C'est ça, parce que bon, normalement, quand tu fais ce rythme-là, t'es censé au moins chuter à la 5e ou 6e place. Hein. C'est mon, voilà. Hein. Ouais. Les dernières saisons en Ligue 1, c'était plutôt ce sens-là. C'est-à-dire qu'on avait des équipes, quand Lens termine à 1 ou 2 points du PSG, clairement, on n'est pas du tout sur des rythmes comme là cette saison. Là, le PSG a 25 points d'avance. Enfin, c'en est même indécent. Ils sont champions à la 25e journée. Enfin, c'est vraiment flippant. Et donc, voilà, moi, De Zerbi, je la place, je suis déçu. Le top 5, quand je vois un Rosseigneur, je vois un Genesio, on vient d'en parler, un Pélissier, bah désolé, et même un Eric Roy avec, comme on l'a dit, le contexte et tout ça, bah franchement, la feuille de route, pour moi, elle est mieux tenue. Forcément, je suis déçu. Et après, pour ce qui est de la première place, bon, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais bon, on va être obligé quand même 2 secondes. Mais bon, est-ce qu'il y a un autre nom que Luis Enrique pour le poste de meilleur coach de Ligue 1? Bah non, non. Bah après parce qu'il remplit aussi tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire les objectifs, progression des joueurs, gestion des autres compétitions. Qu'est-ce que tu on est sur, on n'est pas loin du parfait quoi pour l'instant. C'est ça. Et presque on a envie de le voir en conférence de presse. Ah ouais, non mais ouais. Et quand on le voit, même avec les jeunes journalistes, avoir des mots plutôt sympas et être plutôt on va dire humain comparé à ce qu'on a pu voir où il était très dur, très ironique, caustique. Bon bah écoute, faut croire que même maintenant il est devenu un peu sympa avec la presse. Non, là Luis Enrique sur cette saison, il coche toutes les cases et on en est même, moi je la place, on en est même à se poser la question si c'est peut-être même pas le meilleur entraîneur européen de la saison. Donc forcément de meilleur entraîneur de Ligue 1, bah, la question se pose assez rapidement. Oui, c'est lui le meilleur. Enfin, je pense qu'il. Ouais, bah non, mais c'est pour ça. On l'a gardé pour la fin, histoire de mettre un tout petit peu de suspense, mais bon. Le top 5, on n'a pas, voilà. De toute façon, on connaît déjà déjà le vainqueur de la cérémonie. Voilà. Il y a rien à faire. Donc quand tu vois ce qu'il a réussi à faire avec Dembélé. Voilà, oui. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à faire progresser au dernier cap un Dembélé, alors qu'il a déjà fait progresser sur tout un tas de choses, la régularité, l'efficacité et tout ça. Est-ce qu'il va lui faire passer le cap la mentalité, l'implication. Donc, est-ce qu'il va réussir à faire passer ce cap-là? Est-ce que il va réussir à faire que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions? Il y a encore plein de questions, mais là, au moment de faire ce débat, bon. Là, tous les voyants sont en vert, il y a aucun débat. Enfin, il y a aucun débat possible. C'est lui le meilleur coach et de très. Ouais, c'est pas les 4 matchs qui restent qui vont faire changer. Non, je pense que il pourrait même les perdre, que franchement, ça changerait pas. Ça serait lui. Donc maintenant, pour terminer, ton top 5. Donc, on a compris, Luis Enrique, on a le même top 1. Par contre, je crois comprendre qu'on n'a pas le même top 5. Toi, Adi Hutter, au final, ça reste dans le top 5 ou c'est éjecté du top 5? Ça, tu vois, c'était un peu quand j'avais préparé, tu vois, je te disais bon, qu'il y avait quand même des choix par défaut, et dans les choix par défaut, je mettais Adi Hutter, De Zerbi et Genesio. Ok. Et tu vois que s'il y en a un qui est pas là au profit de Pélissier, pour moi, il n'y a pas scandale. Mais alors c'est vrai que en discutant finalement, je serais plus propice à dire bah je dégage Adi Hutter au profit de Genesio d'ailleurs. Ah ouais. Franchement ouais. Et pourtant il est plus bas dans le classement, mais pour moi Genesio fait une meilleure saison avec Lille que Hutter avec Monaco. C'est ça. Et que bah après ouais. T'oublies ton Rosseigneur, hein. T'oublies ton Rosseigneur. Ouais, mais Rosseigneur, Rosseigneur je le laisse 3e. Ok.
Donc on a chez toi Luis Enrique, Rossegno, Après, j'aime De Zerbi parce qu'il est deuxième, il vient d'arriver, parce que c'est un Milanais. Voilà, bon, allez, c'est bon, allez, on l'a placé, allez, c'est bon, ok, on est d'accord. Non, mais on le sait, et toi et moi, on sait très bien où on le veut voir un jour. Mais ça, c'est là, c'est le sens de l'histoire. C'est pas sur le banc c'est pas sur le banc de l'OM qui doit être. C'est sur le. Mais après, sûrement que ça peut lui permettre d'apprendre beaucoup de choses à l'OM pour pouvoir gérer le Milan, parce que gérer le Milan actuel. Je pense que même si je m'appelais Carlo Ancelotti, j'hésiterais à revenir. Oui. Bah, d'ailleurs, ils sont beaucoup à hésiter à venir, à se déplacer. Mais je suis d'accord, peut-être que ça lui servira. Allez, vas-y, ok. Allez, soyons gentils avec Roberto. C'est vrai, officiellement, au moment où on parle, il est deuxième. Il valide les objectifs, c'était pas facile. Allez, ok. Donc, Luis Enrique, De Zerbi, Rossegno, Genesio et Christophe. Ah non, je mets quand même je mets Pélissier devant Genesio. Allez, voilà. Ok. Je le teste. Ok. Et après, donc, on est bien d'accord que Uther et tous les autres, Fonseca, Roy, Bey et Hez, c'est hors du top 5. Ouais. Et je mettrais, peut-être maintenant, à force de discuter, je mettrais plus Roy 6e et Uther 7e. Voilà. Ah, tu vois. Au final, en y regardant bien, tu vois, on fait le débat Uther. Quand on s'attarde vraiment et qu'on regarde un peu la concurrence, franchement, il s'en sort pas mal du tout. On ne parle quasiment jamais de lui. Il y a jamais un truc. Moi, je trouve que voilà, il y a des entraîneurs qui performent plus, donc et en plus, c'est pas forcément privilégier les Français pour privilégier les Français, mais quand tu parce que regarde Rossegno, là le top 3, il est que étranger, hein. Donc, oui, je suis d'accord, mais c'est vrai que Genesio, Roy, et on a mis un anglais, hein. Et en plus, on a mis un anglais. C'est vrai. En plus, qui débutait en Ligue 1. Donc, c'est bien la preuve. Mais c'est vrai que Roy et Genesio, dans des styles différents, bon, ce qu'ils arrivent quand même à faire avec leurs équipes, c'est quand même à mettre en valeur, parce que c'est pas simple d'arriver à mettre Brest en 16e de finale de Ligue des Champions et d'avoir un Lille, comme on a dit, avec tout un tas de galères. Pareil en Ligue des Champions, qui a pas été ridicule et qui est encore en train de jouer le top 4. Donc ça mérite plus qu'un Adi Uther qui fait juste péniblement le taf. Voilà, et ça fera plaisir au président de l'UNECATF. Voilà, il sera très content. On a défoncé un entraîneur étranger, il sera très content, et on a privilégié les entraîneurs français. Bon, bah merci mon copain. Merci à toi d'avoir fait ce petit débat. Et je trouve que tu as bien défendu ton ami Christophe. Ça va, bon après ça va, c'est pas le plus compliqué à défendre, si tu veux. Non, mais tu l'as fait avec brio. Je tiens à te le préciser. Ce sera plus difficile de défendre Sinayoko, hein, quand même. Hein. Oui, alors là, je suis pas sûr qu'on va forcément faire un débat pour savoir s'il va être dans les 5 meilleurs joueurs de Ligue 1. Là, sans spoiler, il va pas être dedans. Désolé, ça va être plus compliqué. Mais qui sait, il y a peut-être un Ahmed Junior Traoré, peut-être. Je sais pas, oui peut-être, mais tu vois, je réfléchissais sur l'équipe type et à mettre en charnière. Joubal, je pense qu'il a quelque chose à dire. Mais bon, c'est en plus tireur de penalty en plus. Bon tireur. Ah non, il a loupé. Il en a raté un, mais le problème c'est que Joubal, c'est pas qu'il les tire bien, c'est qu'il les tire un peu comme Neymar à 2 à l'heure. Donc quand ça part bien, mais il gagne souvent son duel mental avec. Quand même. Il l'a fait à Rouli, et Rouli c'est pas facile c'est pas facile. Oui, en plus il le prend à contre-pied si je ne me trompe pas. Ouais. Alors que franchement, au moment du penalty, je pensais que Géraud il allait faire quelque chose. Et on était deux, mais c'est parce que je suis jamais confiant. Mais ça, c'est voilà, c'est bon. Merci à toi d'avoir participé à ce petit débat. Et puis, dites-nous pour vous si justement Christophe Pélissier c'est dans le top 5, si Yamro Senior c'est dans le top 5, si Adi Uther pour vous c'est dans le top 5 aussi. Et si vous avez un autre coach meilleur que Luis Enrique, franchement, dites-le nous en commentaire, parce que ça nous intéresse d'avoir les arguments. Parce que là, vraiment, nous on n'en a pas pour dire autre chose que Luis Enrique meilleur coach de Ligue 1. Donc j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais voilà, s'il y a des originaux, on prend ça en commentaire, et n'hésitez pas à commenter, liker et partager, et puis vous gardez en tête que c'est copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.